Bonsoir à tous. On est ici du coup pour cette dernière d'une longue série de tables rondes sur des sujets qui étaient passionnants qu'on a abordés toute la journée. On va continuer à parler financement, un peu en miroir de la table ronde précédente sur les entrepreneurs. Je vous propose de donner la voix cette fois-ci à des investisseurs. Je suis très honoré aujourd'hui d'accueillir Armelle de Tinguy, Vanessa Proust et Jean de la Roche-Brochard. Je vous laisse peut-être vous présenter en quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Je commence si tu veux. Donc Armelle, je travaille chez Elaya, qui est un fonds early stage qui existe depuis une vingtaine d'années, basé à Paris. On a une ADN, nous, tournée vers la technologie. Donc on est des investisseurs spécialistes de la deep tech et on fait des choses donc, qui vont de la deep tech à ce qu'on appelle des choses tech intensive, dans lesquelles il y a toujours un fort composant de produits. Et on investit du pré-seed à la série B avec des tickets qui vont aller de quelques centaines de cas à une dizaine de millions d'euros en prime investissement. Et notre métier est vraiment d'accompagner les sociétés dans la durée. Bonjour à tous, donc Vanessa Proust. Donc moi je suis plutôt business angel, donc j'investis mes propres fonds. Je crée aussi des club deals en fédérant plusieurs investisseurs. Alors c'est soit des business angels, soit des entrepreneurs qui ont fait un exit, qui ont envie d'investir mais qui n'ont pas forcément le temps de le faire eux-mêmes, ou aussi des top exécutifs de grands groupes qui sont intéressés par l'innovation mais qui n'ont pas le deal flow. Donc ce sont des tickets entre 200 000 euros et 500 000 euros. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Jean, je travaille avec un jeune entrepreneur talentueux qui s'appelle Xavier Niel et avec qui on investit 100 à 150 000 euros dans une centaine d'entrepreneurs francophones qui nous donnent envie chaque année. Voilà. Ouais, donc on a trois aujourd'hui acteurs assez incontournables de l'investissement aujourd'hui early stage en France. On va rentrer dans le vif du sujet avec une première question, pour peut-être revenir à la base. C'est une case qu'on coche de manière assez systématique aujourd'hui, la levée de fonds quand on fonde un projet. Mais pourquoi à la base lever des fonds? Est-ce que s'il y a deux critères à retenir pour dire j'y vais, quels sont-ils? Armelle, par exemple. Tu veux que je commence? Alors, effectivement, c'est une question que j'encourage les entrepreneurs à se poser selon les projets que je rencontre. On entend beaucoup parler des levées de fonds, les VC, les grosses levées qui apparaissent dans la presse, etc. Mais en fait, il y a quand même plusieurs façons de faire de l'entrepreneuriat. Donc, selon les projets que je rencontre, parfois, j'encourage les entrepreneurs à se poser la question de est-ce que tu as vraiment envie de lever des fonds avec un VC, avec tout ce que ça comporte? Parce que c'est vrai que c'est une façon de faire grossir sa société. Donc, en général, on va injecter du cash pour grossir beaucoup plus vite. Hein, c'est un petit peu le principe. Ça vient aussi avec une petite dose de pression. Donc, est-ce que tu es bien sûr que tu as envie d'ouvrir ton capital, tu as envie d'avoir quelqu'un à tes côtés qui va t'apporter plein de choses, mais qui va aussi te mettre un petit peu la pression, etc. etc. Donc, c'est peut-être aussi une question qu'il faut commencer par se poser. Il y a 1000 façons de faire de l'entrepreneuriat, il y a 1000 façons de faire grossir une société. On n'est pas forcé de passer par la case VC. Donc je me tire une balle dans le pied en disant ça, hein, parce que c'est mon métier, mais voilà, c'est quand même réfléchissons à la base à pourquoi on lève des fonds. C'est pour aller plus vite, c'est pour avoir de l'ambition, mais ça vient aussi avec des contraintes. Vas-y, ça, je t'en prie. Oui, effectivement, en fait, c'est pas parce qu'on lève des fonds qu'on est hyper ambitieux ou c'est pas parce qu'on ne lève pas de fonds qu'on n'est pas ambitieux. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut devenir efficace. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites en étant bootstrappé. Donc, pour lever des fonds, de mon point de vue, c'est quand on souhaite attaquer un marché qui est énorme, qui est en train de grossir très vite, et donc on a besoin d'accélérer très fort. Et pour accélérer très fort, souvent, en fait, il faut lever, il faut faire appel à des investisseurs privés, puisque les banques, parce qu'il y a d'autres manières évidemment de se financer, mais les banques ou les autres financeurs peuvent pas suivre. Mais c'est vrai qu'il faut se poser cette question avant tout et voir à quel moment on le fait en fait. Et par exemple, moi j'ai déjà vu des entrepreneurs qui se mettaient à lever parce que ils étaient à la fin de leurs droits. Voilà, ça par exemple c'est pas forcément une bonne raison. Donc il faut se poser la question et avoir l'ambition derrière. Et lever de l'argent, ça veut dire aller chercher du rendement pour les investisseurs qui rentrent chez vous et du rendement pour vous-même, parce que ça ne sert à rien de déployer du capital si ce capital n'en rend pas plus que ce que vous avez investi. Donc jeter de l'argent, par exemple, pour acheter des clients quand on fait du quick commerce et que c'est la guerre sur le marché, ça ne sert à rien. Ou investir de l'argent à la recherche du product market fit avec 1, 2, 3, 10 itérations. Si à la fin vous ne le trouvez pas, le rendement a été négatif. Donc pensez qu'à chaque fois que vous allez investir 1 euro, il y a un sujet de rendement. Quand on lève de l'argent, souvent on voit une grosse somme d'argent arriver sur son compte en banque. Ça peut être 100 000, ça peut être 1 million, ça peut être 10 millions d'euros.
Et en fait, on ne prend pas conscience de l'importance que chaque euro dépensé, chaque euro investi compte. Il faut vraiment en prendre conscience parce que c'est dans les marchés qu'on a eus entre 2015 et 2021, et ben tout d'un coup, l'argent coulait à flot et tout le monde le dépensait un peu n'importe comment. Et là maintenant, on revient à des temps où il faut faire preuve d'un peu de rationalité et être un peu plus cohérent dans la manière dont on l'emploie, quoi. Donc on lève des fonds quand on sait ou quand on a une idée de la manière dont on va créer du rendement avec. Donc une fois qu'on a trouvé un petit peu le produit market fit et qu'on sait qu'on doit passer la seconde et qu'on sait qu'on va utiliser. Pas toujours, hein. De temps en temps, tu lèves de l'argent parce que tu as un sujet deep tech hyper important et tu cherches le product market fit et ça a besoin qu'Elaya te fasse un chèque, hein, tu vois. Tu peux le chercher. Mais tu es très talentueux et donc tu vas voir Elaya et Armel te fait un chèque et tout va bien. Et alors, une fois que tu as plus ou moins validé ce point-là, souvent pas mal d'entrepreneurs se heurtent un peu à une montagne, en tout cas réalisent un peu tout le boulot qu'ils ont à faire. Quel conseil vous donneriez pour justement bien préparer, pour élaborer une stratégie efficace de levée ? Alors, il y a pas mal de points, je vais essayer de penser à tout, mais alors, donc, il faut effectivement préparer sa stratégie de levée de fonds, préparer sa target list. En fait, une levée de fonds, c'est quand même un effort qui est assez conséquent, donc plus on arrive préparé, plus on va être efficace. Donc, réfléchir à la typologie d'investisseurs à qui on veut parler, donc des BA, des VC. Au sein de ces catégories d'investisseurs, je pense que c'est pas mal de faire ses recherches, faire ses devoirs avant pour pas s'épuiser à parler à des gens qui n'ont rien à voir avec votre sujet. Typiquement, sujet deep tech, il y a des gens comme nous. Faut pas venir nous voir pour des sujets en B2C, on saura pas quoi vous dire. Donc pas mal de recherches en amont pour être efficace, pas s'épuiser. Je pense que c'est important aussi de préparer sa société. Ça c'est un point parfois qui est un petit peu laissé de côté par les entrepreneurs par la force des choses, mais c'est un effort qui va être vraiment conséquent et qui va capter jusqu'à 100% de votre temps pendant des semaines ou parfois des mois. Et les entrepreneurs n'ont pas toujours en tête que en fait c'est un énorme défocus pour la boîte. Donc c'est bien aussi de penser en amont à comment on va se structurer en interne pendant tout ce temps que vous allez passer en fait à parler à des investisseurs. Après, il y a évidemment préparer le bon deck. Bon, ça, il y a tout un tas de trucs sur Internet pour trouver les bons trucs. Je vais pas vous les lister, mais voilà. Et puis ensuite être efficace, quoi. Et s'entraîner, parler à des gens. On apprend au fur et à mesure aussi d'une levée, donc c'est bien aussi de faire ses armes, pas forcément avec les fonds qui vous paraissent les plus pertinents. Mais je pense que le niveau de préparation, c'est quand même le gros prérequis pour faire ça de façon sereine, quoi. Et alors, juste, je rebondis sur ce que tu disais sur notamment la typologie d'investisseurs et faire un peu un mapping des différents investisseurs qui existent, notamment sur les verticales. Souvent, on a des questions sur est-ce que je dois aller voir des fonds, est-ce que je dois aller voir des BA ? Parce que souvent, dans la tête des gens, c'est un peu la cohabitation se fait. Est-ce que vous co-investissez souvent avec des business angels ? Inversement, ouais. Vanessa, est-ce que tu as déjà investi avec des co-investisseurs fonds ? Et comment cette cohabitation se fait ? Alors, je commence du coup. Alors oui, bien sûr. Alors, surtout sur les stades les plus early, parce qu'en fait, les BA, ils vont apporter des choses hyper complémentaires de ce qu'apportent les fonds. Donc, c'est vrai qu'on on est des investisseurs professionnels, donc on va arriver avec notre grosse armada de process pour faire scaler la boîte et compagnie, mais on va pas toujours être suffisamment pertinent sur les aspects métiers, par exemple. On reste aussi un peu lucide là-dessus. Donc effectivement, sur les premiers tours, ça fait beaucoup de sens de syndiquer des fonds professionnels qui vont apporter cette expertise-là avec des BA, ouvreurs de portes, qui ont un réseau qu'on n'a pas forcément ou qui va très bien le compléter. Donc oui, on se syndique très volontiers, et c'est même quasiment systématique sur les tours les plus early, pré-seed, seed. Et après, au fur et à mesure des tours, effectivement, il y a un peu moins de BA, un peu plus d'instit, quoi. Oui, c'est ça, c'est que la plupart du temps, en seed, comme c'est plus risqué, la plupart du temps, on chasse en meute. Donc, nous, on a intérêt à être aux côtés de VC parce qu'ils ont un super deal flow, ils l'ont bien qualifié. Et les VC aiment bien être aussi à nos côtés parce qu'on va être ce qu'on appelle de la smart money. C'est les VC, ils vont avoir une approche assez statistique. Il faut plusieurs sociétés en portefeuille, il y a du rendement, il y a des choses comme ça. Les BA, ils peuvent se prendre de passion pour des dossiers et donc ils peuvent effectivement passer du temps, ouvrir des portes. Donc il faut des BA pertinents qui sont connectés avec des écosystèmes. Donc moi, c'est pour ça que par exemple, dans mes clubs de BA, c'est des personnes qui sont actives, donc qui sont encore en poste, par opposition à des gens qui ont plus de temps, mais qui sont plus déconnectés. Et ça, c'est important. Et en fait, pour moi aussi, mon rôle, mon obsession, évidemment, c'est d'avoir les meilleurs dossiers. Et donc, il faut être sexy à la fois pour les entrepreneurs, pour qu'ils aient envie que je puisse investir et donc que je puisse entrer à de bonnes conditions, mais également pour les fonds. Donc, c'est ce que j'essaie de faire.
Et lever des fonds, c'est pas casser un mur de briques, quoi. Faut être un peu fin, faut être stratégique, faut être tactique. Ça veut dire bien lire les signaux sur vous-même, vous connaître bien, bien lire les signaux des investisseurs, parce que souvent on va arriver en meeting, l'obsession c'est de convaincre, on est un peu stressé et donc on n'écoute pas bien en fait l'ambiance de la salle, quoi. Et donc il faut faire attention parce que les investisseurs vont vous dire des choses qui sont des signaux qui sont importants, qu'il faut capter parce qu'ils vont servir à améliorer le rendez-vous suivant. Si vous apprenez pas d'un rendez-vous à l'autre, ça sert à rien de partir en roadshow, quoi. Le roadshow c'est à la fois fatigant pour un entrepreneur, là aussi important, mais c'est vraiment fatigant. Donc, vraiment. Donc ça veut dire qu'il faut bien dormir, bien manger, les soirées entre copains c'est bien, mais il faut les limiter un peu là pendant cette période-là. Et vous allez apprendre beaucoup de choses de meeting en meeting. Donc utilisez-les pas seulement pour convaincre, mais pour apprendre, parce que c'est une bonne opportunité pour ça aussi. Et tu parlais de signaux. Concrètement, lors d'un premier ou d'un deuxième meeting, souvent les entrepreneurs listés, c'est souvent leur premier roadshow, ils ne sont pas forcément aguerris et habitués à ce type d'exercice. Un ou deux signaux forts pour vous dans un premier meeting. Est-ce qu'il y en a ? Est-ce que ça vous vient en tête comme ça spontanément ? Moi, qui suis pas ici, mais moi j'essaye de détecter parce qu'il y a une asymétrie d'information quand on entend un entrepreneur pitcher. Donc lui, il a appris par cœur ou quasi son deck. Il va dire des choses. Donc en fait, il faut réussir à trouver certains signaux faibles qui vont nous aider à apprécier quelque chose alors qu'on n'a pas assez d'informations. Donc moi, j'essaye de déterminer la différence entre le monde des idées et le monde de l'action. Donc j'essaye de savoir concrètement ce qui a été fait, parce que c'est vrai que les discours, ils sont super. Généralement, ils sont faits pour emballer. Mais j'essaye d'avoir ça. Et j'essaye de voir le potentiel et surtout aussi la résilience de l'entrepreneur. Moi, je veux un entrepreneur qui a une envie viscérale d'entreprendre et pas le lifestyle entrepreneur qui veut écrire co-founder parce que c'est hyper cool sur LinkedIn et qui fait des posts. Mais donc, c'est ça que j'essaye de déterminer quand je suis en entretien avec les entrepreneurs. Donc, assez vite, en fait, moi, je vais couper, je vais poser des questions très précises pour comprendre concrètement ce qui a été réalisé. Oui, c'est pas forcément quelque chose de très palpable, mais c'est vrai que la façon dont le premier échange va se passer est souvent clé pour la suite. C'est à ce moment-là où on va essayer de voir s'il y a de l'accroche en fait dans ce que la personne raconte. Donc effectivement, il est là pour raconter une histoire, son pitch est bien, mais en fait son pitch n'est pas toujours bien rodé en fait. Donc c'est vrai que moi, à la fin, quelqu'un qui m'aura dit la même chose, mais il aura réussi à m'embarquer dans son truc et on aura vraiment été dans un échange où j'ai posé des questions et puis on a réfléchi un peu ensemble et tout. C'est plus intéressant qu'effectivement un déroulage de slides où les éléments sont là, mais on n'a pas forcément accroché sur la vision. Je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est, ça reste quand même les fondamentaux, la pertinence de ce qui est raconté, l'ambition générale, et puis fondamentalement, ça reste quand même un métier qui est quand même très humain. Nous, quand on accompagne un entrepreneur, on va l'accompagner sur 6-7 ans en moyenne. Bon, il faut quand même que ce soit des gens avec qui on a envie de travailler. Ça marche dans les deux sens, en fait. Donc, il faut qu'il y ait un petit fit mutuel de « Ah oui, tiens, il y a un truc à creuser parce que c'est intéressant sur le fond, mais aussi parce que la personne m'intéresse. » Donc, c'est pas très qualifiable, mais dans le fond, en fait, je pense que ce contact humain va faire un petit peu toutes les différences, ouais. D'ailleurs, évitez de sortir votre slide deck quand vous pitchez. Quand vous étiez à l'école, on vous a toujours dit de ne pas regarder le tableau où vous aviez mis votre bel exposé sur les requins. C'est pareil. En fait, on ne sort pas son slide deck quand on va voir un VC. Le VC, il a eu soit le slide deck avant, soit il l'aura après. L'objectif, c'est de pouvoir faire ça sans cette présentation. Et si à un moment donné, il y a des éléments qu'il faut sortir, là, on peut les sortir, mais essayez de commencer sans. Et moi, je dis souvent aux entrepreneurs, donc généralement, on fait des calls assez rapides. Chez Kima, c'est 20 minutes, mais je leur dis, vous avez 1 minute pour faire une bonne impression, 5 minutes pour être crédible et 15 minutes pour être convaincant, quoi. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est 1, 5, 15. Et normalement, en 15 minutes, de temps en temps, on va se voir une demi-heure, 1 heure avec d'autres entrepreneurs. Mais en vrai, en 15 minutes, on a déjà un premier sentiment. Et pendant cette période-là, vous avez 2 choses qui ne s'opposent pas, mais qui doivent bien se complémenter. La première, c'est d'être hyper clairvoyant, avoir une capacité de raconter une histoire qui projette les gens et qui les emmène assez loin. Mais si vous le faites comme le disait Vanessa tout à l'heure, sans qu'il y ait du concret, en fait, vous allez perdre. Donc, si vous êtes trop concret, on se demande un peu où est la flamme. Et s'il n'y a que la flamme, mais il n'y a pas le concret, on se demande où est l'entrepreneur qui exécute à la fin, quoi. Je peux rebondir sur ce point-là. Alors déjà, le 1, 5, 15, j'adore. Si tu me permets, je récupère. Le coup du slide deck, c'est marrant parce que moi, je dis l'inverse aux entrepreneurs. Non pas parce que
Parce que, effectivement, les meilleurs pitchs se font sans slide deck, mais c'est réservé à une petite portion. C'est hyper dur. Élitiste, ouais. Et du coup, c'était un bon point. Du coup, c'est un très bon point parce qu'effectivement, moi, un entrepreneur qui arrive à me pitcher son truc sans slide deck, sans que ça parte dans tous les sens, c'est cohérent. Et bah, franchement, à la fin, il a tout gagné, quoi. Alors, une autre idée, c'est je demande aux entrepreneurs de surtout pas me pitcher et de me laisser leur poser les premières questions. Parce qu'en fait, l'objectif d'un investisseur, c'est pas de mettre l'entrepreneur dans le dur, c'est de lui donner confiance et de rentrer en diffusant les difficultés à mesure que le temps passe et qu'on avance dans le pitch. Donc, au début, c'est quand vous êtes rencontré avec tes cofondateurs, pourquoi tu as eu cette idée, comment tu as commencé, quels sont les faits marquants du passé, et puis après, on rentre un peu dans le dur, quoi. On en est où dans l'exécution aujourd'hui? Comment tu te projettes? Qu'est-ce que tu vas faire? Etc., etc. Mais donc, en posant les questions au démarrage, on arrive à créer la confiance, à mettre l'entrepreneur à l'aise et lui permettre de maximiser sa performance, quoi. Et Vanessa, pour ou contre le side deck? Non, c'est vrai que moi, je suis plutôt pour. Enfin, en tout cas, j'ai pas. Mais j'aime bien ce que Jean a dit, donc je vais le tester. Et tu disais quelque chose, Armel, qui est hyper vrai tout à l'heure, c'est que tu parlais de vision et surtout à partir du moment où vous investissez, c'est sur 5, 7, potentiellement plus d'années. Justement, comment se passe, une fois que l'investissement est réalisé, comment se passe derrière l'accompagnement ou le suivi un peu parce que là, pareil, entre business angel et fonds, on ne perd pas la même façon. Comment ça se passe? Alors, il y a un truc qui est très structuré, c'est la place au board. Voilà. Donc, le VC crée le board si la boîte est early, rejoint le board si la boîte est un petit peu plus late. Ça, c'est le b.a.-ba de la relation et c'est la façon un peu structurée de faire les choses. Le gros de la relation se passe plutôt en dehors du board et là, ça va vraiment être très fonction des entrepreneurs et de la maturité de la boîte. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, il y a des entrepreneurs qui sont très différents. Il y en a qui vont être très indépendants et qui viennent nous chercher sur des points très précis sur lesquels ils ont besoin d'aide. Et il y en a d'autres qui nous appellent dès qu'ils ont un bobo et on répond au téléphone 5 fois par semaine. Et c'est très bien. Enfin, c'est juste un autre type de relation. Donc en fait, on va plutôt se placer au niveau qui est requis par l'entrepreneur parce qu'on va pas être hyper invasif s'il veut pas qu'on le soit et inversement on va l'accompagner sur tout et n'importe quoi si c'est ça qu'il attend de nous. Ce qu'on observe globalement, c'est qu'en général les boîtes réclament plus d'aide au début et puis au fur et à mesure que le CEO va lui-même en fait grandir dans sa société et prendre du recul, bah en fait nous on va un petit peu adopter la même position que lui. Donc c'est assez fonction de niveau de maturité de la boîte et c'est assez fonction de la demande en fait de l'entrepreneur, quoi. Et après ça va toucher tous les sujets, hein. C'est donc le board vient structurer un petit peu la façon dont la boîte s'organise et organise sa vision stratégique. Après, on va évidemment aider sur la réflexion, la structuration de l'équipe, la structuration commerciale, faire intervenir des gens plus qualifiés que nous sur des sujets très métiers s'il y a besoin. Enfin, ça peut vraiment toucher tout et n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment de les aider à réfléchir, en fait. En réalité, l'intérêt du VC, c'est quand même soit d'apporter des compétences sur tous les domaines de croissance d'une société, soit juste en fait aider à réfléchir sur des points précis. C'est un cerveau de plus à disposition de l'entrepreneur pour l'aider à réfléchir, quoi. Jean, en phase? Oui, très en phase. J'aime dire que le job d'un investisseur, c'est d'aider les entreprises. Enfin, c'est de prendre du recul, parce qu'on n'est pas dans le jus comme les entrepreneurs dans leur quotidien, et de savoir poser les bonnes questions, parce que généralement les réponses vous les avez, quoi. Donc on essaie de poser les bonnes questions pour vous emmener à la bonne réponse. Et c'est vraiment un talent, les entrepreneurs qui savent faire levier sur leurs investisseurs, les contacter au bon moment, avec la bonne approche, avec les bonnes questions, etc. Si vous avez la chance d'avoir des business angels ou des groupes de business angels en plus de vos VC, c'est dommage de ne pas faire levier en envoyant des reportings de manière inconsistante ou de manière trop détaillée ou pas assez détaillée ou pas assez précis. Faites cet exercice régulièrement d'apprendre à engager avec eux parce que c'est inestimable quand on sait bien utiliser les investisseurs qu'on a au capital. Vanessa? Oui, je suis d'accord. En fait, des investisseurs, alors privé type BA, en fait, il y a un énorme momentum qui se crée quand ils vous ont parlé. Et après, il y a un énorme momentum au moment de faire le virement. Et puis après, en fait, quand ils sont occupés parce qu'ils travaillent, en fait, c'est comme une pierre qui tombe dans l'eau. Après, elle tombe et elle est dans la vase. Et donc, ils vous oublient. Et il n'y a pas forcément d'intérêt à ce qu'ils vous oublient parce que de toute façon, jamais ils vous embêteront ou quoi que ce soit. Donc, il y a intérêt à communiquer régulièrement avec eux et à mettre les asks, les salty news, tout ça. Parce que s'ils peuvent, ils aideront, ils sont contents. Et ils aiment bien soutenir aussi des équipes qui gagnent. Donc, tout en étant transparent, il faut quand même être assez optimiste dans les reportings, mais c'est vrai qu'il faut engager.
Et moi, je sais que j'ai des entrepreneurs qui m'appellent toutes les semaines et ça va. Et moi, sachant que moi, j'impose pas de, enfin, sauf au board où du coup les boards ils sont fixés, mais sinon moi, j'impose pas de points à des entrepreneurs. Mais il y en a qui m'appellent assez régulièrement et je vois que c'est utile parce que ils ont besoin de cette réflexion. Moi, la plupart du temps, effectivement, je les écoute beaucoup et puis je leur pose des questions. Mais c'est vrai que je drive pas. Enfin, ils ont juste besoin d'être écoutés et puis de structurer leurs pensées. Mais c'est vrai que c'est important de continuer à engager avec des investisseurs. Il n'y a rien à perdre à engager les investisseurs tout au long de l'investissement. Okay, donc utiliser intelligemment et continuer à les utiliser même post-rédaction du chèque, quoi, au maximum. D'accord. Il y a beaucoup aussi, alors on parlait de la conjoncture aussi lors du panel précédent, notamment en 2023, qui est une année plutôt maussade en termes de levée, avec moins 40%, avec c'était pas arrivé depuis 12 ans, etc. Aujourd'hui, pas mal de gens se posent la question sur les perspectives 2024. Quels sont pour vous, à quoi va ressembler 2024 en termes de financement, peut-être aussi d'évolution des attentes de votre côté vis-à-vis des entrepreneurs? Je peux commencer. Oui, alors assez maussade, oui. Je pense que globalement, l'écosystème de financement est moins dynamique qu'il a pu l'être. On a eu des années très fastes, donc là, il y a des années un peu moins fastes. Pour autant, il y a des sujets qui ont très bien résisté. Donc, typiquement, Elia, on fait de la deep tech, donc sans surprise, on s'est beaucoup intéressé à l'IA l'année dernière. Il y a des gros deals qui continuent de partir à des valos très très chers, qui se sont pas du tout tassés. Donc en fait, je pense que le marché est surtout devenu très binaire, avec certaines catégories de trends, etc., qui continuent d'attirer les investisseurs, et puis un ventre mou, par contre, qui est plus compliqué, quoi. Et sur lequel les investisseurs sont effectivement plus picky. On parle beaucoup du retour des sujets autour de la rentabilité, etc. Donc là, c'est souvent un point que je fais aussi avec les entrepreneurs early stage qui comprennent pas forcément ou qui m'expliquent qu'ils ont vocation à être rentables avec leur tour de seed. Donc je leur dis, non, mais c'est pas ça qu'on demande. Évidemment que si tu lèves un seed, c'est pas pour être rentable demain. Le sujet, c'est plutôt qu'on a mis de côté pendant très longtemps le principe que le modèle soit rentable en se disant, bon, je vais déjà acheter de la croissance et puis il y aura des effets volumes qui font que peut-être un jour je le serai, et puis de toute façon l'argent est pas cher, donc on lève et puis on verra plus tard. Ça, effectivement, ces modèles-là, ils sont aujourd'hui complètement challengés. Donc on va attendre des sociétés à ce qu'elles aient déjà réfléchi à des leviers de croissance, mais à la fin desquels on a une boîte quand même qui flotte, quoi. Voilà. Et donc, je pense que ce qu'on attend des entrepreneurs, c'est juste qu'ils aient un peu réfléchi au sujet, mais qu'ils soient toujours quand même dans une démarche où si je lève de l'argent, c'est quand même pour aller un petit peu plus vite, aller chercher de la croissance, mais peut-être de façon un tout petit peu plus raisonnée que ce qui était attendu il y a quelques temps. Et du coup, on le voit dans le profil des sociétés qu'on reçoit, où les niveaux de croissance se sont un peu tassés, et puis les points de break-even arrivent un peu plus vite, et puis voilà, donc le marché s'adapte aussi. Vanessa, oui, 2023, c'est vrai que ça a été compliqué, je pense, à partir de la série A. Le site s'est quand même bien soutenu. Et alors, ce qui était super plutôt pour des BA, c'est comme le temps était plus long, finalement, on avait aussi plus de temps. Donc, c'était un peu plus sympa que des deals où on se dit, t'as 4 jours pour réfléchir et puis en fait, il n'y a plus de place. Donc, finalement, pour les BA, en fait, c'est un peu... ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, alors ça s'est peut-être tassé d'un point de vue lever le fonds, mais en revanche, la bourse, ça s'est super bien passé fin de l'année dernière. Il y a pas mal de produits qui ont bien fonctionné. Et comme il y a eu Mistral, en fait, pour des investisseurs privés qui n'ont pas accès à du deal flow, là, ils sont tous passionnés, ils veulent absolument investir eux-mêmes dans l'IA. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait la Fashion Week avec les collections, et puis après, en fait, il y a les BA qui réagissent avec un peu plus de retard. Mais là, aujourd'hui, les BA, ils ont envie d'investir. En revanche, ce qui est sûr, c'est que d'autres produits financiers moins risqués rapportent beaucoup d'argent, donc il y a des incitations fiscales pour les BA pour investir, mais c'est vrai qu'il y a certains du coup produits qui étaient hyper à la mode avant, type BSAR, mais qui sont totalement décriés aujourd'hui, donc c'est ça qui a changé. En revanche, il y a toujours une envie d'investir pour soutenir l'innovation, pour créer des champions français ou européens, et d'investir aussi dans l'impact. Ça, c'est ce qui tient à cœur aussi aux investisseurs plutôt privés. Un avis, Jean?
Non, très Voilà, rapidement. Non, mais 2024 serait mieux que 2023. Moi, je suis optimiste. Hein. Voilà. Et puis, c'est une compétition et la compétition est rude. C'est juste un peu plus dur qu'avant. Donc, il faut se battre. Et rappelez-vous d'ailleurs que c'est pas les meilleurs qui gagnent, c'est les plus forts dans la levée de fonds. Ce qui veut dire que malgré tout le talent et tout ce que vous disent les gens autour de vous, etc., rappelez-vous qu'il y a beaucoup de produits de merde qui se vendent très bien et beaucoup de très bons produits qui se vendent mal. Et donc, à un moment donné, quand le marché se tend, c'est ceux qui distribuent bien, qui vendent et qui sont bons dans cette stratégie de go-to-market et de faire du chiffre, de faire de vraies boîtes, qui gagnent, quoi. Très bien. Peut-être une dernière question avant de passer peut-être au Q&A. Si vous aviez au choix un conseil à donner ou un piège dans lequel ne pas tomber aux entrepreneurs un peu early stage aujourd'hui. Alors moi, il y a un conseil que je donne systématiquement, c'est quand vous commencez à avoir quelque chose qui se cristallise avec un investisseur, faites des refs. C'est hyper facile de trouver des gens qui ont travaillé avec le fonds en question, voir la personne dans le fond avec qui vous allez bosser. Appelez systématiquement les entrepreneurs qu'ils ont accompagnés. C'est vraiment une étape absolument essentielle et sachez où vous mettez les pieds, quoi. Et c'est facile à faire, donc faites-le. Et alors moi je dirais qu'à l'ère du numérique, un conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer de rencontrer les personnes en vrai. Donc il y a pas mal d'événements qui sont organisés et c'est vrai que le contact est intéressant de façon générale. Alors c'est ce que disaient les autres panélistes avant qu'on arrive. Donc bon, mais je le redis quand même, c'est que évidemment on peut pas shooter juste un deck sur un site web ou même utiliser l'Emlist, prendre la liste des BA parce que nous on en reçoit. Enfin moi j'en reçois 5 à 6 par jour, c'est horrible. Donc en fait il faut réussir à personnaliser. Il faut réussir à créer du lien et à marquer. Et évidemment, il faut bien regarder la thèse des fonds. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'aller au contact physique parce qu'après tout, et c'est ce que tu disais, Armelle, c'est que après, on va travailler ensemble pendant de nombreuses années. Donc, il faut qu'il y ait un fit qui se fasse. Et donc, voilà. Et puis mettez de l'énergie, une juste énergie dans les échanges que vous avez, que ce soit par email ou en visio ou en personne. C'est quelque chose qui se transmet et c'est la première chose qu'on reçoit. Donc il faut travailler ça aussi. Merci à tous les trois. Il nous reste un peu de temps pour les questions. Si T'as vu, on a bien bossé, hein. J'imagine. Chapeau. Question, est-ce qu'il faut prendre les calls avec les analystes ? Alors, Expérience vécue et de manière assez douloureuse. Donc, moi, je peux répondre du coup, parce que, en tant que fonds le plus institutionnel, on va dire, du groupe. chez Kima, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'analystes. Alors, historiquement, nous, il y avait toujours un senior, donc quelqu'un qui est investisseur, donc c'est un partenaire ou ça peut être aussi un directeur d'investissement dans le premier call. J'avoue qu'avec les volumes qu'on a aujourd'hui, on a un premier qualif call de 15 minutes, mais qui est un qualif call de 15 minutes pour effectivement vérifier quand même qu'il y a une adéquation avec la thèse. En revanche, dès le premier vrai call où on passe un peu de temps, il y a chez nous un investisseur. On veut justement s'assurer qu'il n'y ait pas cet effet de faire monter toutes les marches au sein du fonds pour aller parler à quelqu'un qui va être capable de porter mon deal. Donc on fait ça, mais du coup, c'est sûr qu'on ne peut pas assurer les mêmes volumes que d'autres fonds qui voient plus de boîtes. Enfin voilà, on ne peut pas tout avoir, quoi. Merci Armelle. Alors moi j'ai une question. Du coup, j'ai pas répondu à ta question. Oui, il faut prendre le call avec l'analyste quand même. Ouais. Désolé. Donc on a eu l'avis des entrepreneurs tout à l'heure. J'aimerais bien avoir l'avis des investisseurs. Donc pour poser le contexte, nous on est une petite équipe, on a lancé une application mobile. On commence à pas mal grossir. On est top 15 des apps les plus téléchargées au Brésil. Donc un réseau social que les jeunes commencent à pas mal utiliser. On génère déjà des revenus à travers les achats in-app. Et en fait, la question que moi je me pose, c'est comment savoir quel est le moment idéal et quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt pour aller lever des fonds. Parce que voilà, comme on l'a vu, le contexte il peut être compliqué pour pas trop perdre de temps, griller sa cartouche. Parce que là, je pense qu'on est à un moment de notre côté où on est prêt et les fonds peuvent nous aider à aller plus vite sur l'exécution et sur l'expansion. Mais on veut être sûr, on sait que le moment parfait n'existe pas, donc c'est quoi un peu ce moment ? En social consumer, c'est très particulier parce que les fonds sont très forgiving. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour voir un entrepreneur. Moi, il y a des boîtes en social consumer, j'ai investi la 6e fois. Tu vois, ils m'ont parlé 6 fois avant que je fasse le chèque. Parce qu'on sait que c'est hyper difficile. Ce qui est sûr, c'est que tu peux être très fier le jour où tes courbes de rétention sont suffisamment solides.
avec une croissance qui reste aussi jolie, tu vois. Et en fait, nous, c'est ce qui nous obsède, c'est le product market fit, la rétention, une rétention, tu sais, qui plateau, qui s'arrête et que tu vois continuer. Et quand on voit ça dans une social consumer app, on commence à se dire qu'il y a un truc, quoi. Mais il faut pas que tu aies peur d'engage tôt avec des investisseurs, parce qu'on est vraiment, je te dis vraiment, on pardonne beaucoup sur le social consumer. Et au contraire, je pense qu'on aime bien voir l'évolution de l'entrepreneur dans son thinking, dans la manière dont il a exécuté, dont il est sur les marchés, dont il a rajouté des features, ou modifié, ou supprimé, etc. Donc, n'aie surtout pas peur de ça dans ce cadre-là. Ok, donc c'est un peu ce que je suis en train de faire. Comment est-ce que je peux engager avec toi ? Tu me fais un mail, je réponds à tous les emails, hein, c'est facile. Ok, très bien. Surtout dans cette catégorie-là. Top. Salut. Compte tenu du fait que la majorité des entreprises, on va dire, iconiques sont B2C, pourquoi est-ce que les investisseurs ont une obsession avec le B2B SaaS ? Bon, alors moi, je suis pas d'accord avec le fait que toutes les sociétés iconiques soient en B2C. Nous, on aime aussi beaucoup le B2B, alors aussi parce qu'on fait de la tech. Donc, c'est vrai que les sujets techno, en général, se croisent bien avec le B2B. Et la raison pour laquelle on fait de la tech, par exemple, c'est parce que il y a toujours de la valeur à la sortie. Donc, typiquement, nous, on a un taux de write-off chez Laïa, historiquement, qui est très faible. Parce qu'en fait, on arrive toujours à se débrouiller pour, même si c'est une sortie pas géniale ou je sais pas quoi, mais il y a un asset, on a créé quelque chose en fait, on a créé de la techno et c'est quand même un petit quelque chose pour l'entrepreneur qui a passé un paquet d'années à travailler sur son produit. Donc on trouve ça assez vertueux. Et du coup, le B2B, c'est aussi quelque chose qui est assez rationnel. Enfin, je connais moins le B2C par définition, mais je suis moins à même de rationaliser pourquoi le public va s'intéresser à telle app plutôt qu'une autre, alors que j'arrive plus facilement à rationaliser pourquoi un client va acheter tel ou tel produit. Donc c'est aussi un élément analytique, je pense. Vanessa, Jean, un avis sur le... Non, moi j'ai investi dans du B2C, mais c'est vrai que il faut vraiment que l'équipe soit talentueuse en matière d'acquisition et de rétention, parce que c'est plus compliqué effectivement que le B2B qui est beaucoup plus rationnel. Tu fais appel à un acheteur qui a du budget, ça répond à un besoin, et c'est vrai que le B2C, chacun est un être irrationnel. En revanche, moi j'ai des super succès et moi ça me passionne le B2C, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus risqué. Moi, celle que j'ai à ce stade fonctionne bien, donc je suis heureuse, mais c'est une petite partie du portefeuille. Et ça va vraiment dépendre des skills des entrepreneurs. Moi, j'aime les deux. Je pense juste que le B2C, c'est quelque chose de très émotionnel et donc ça dépend du caractère des investisseurs que tu as. Et beaucoup d'investisseurs sont plutôt issus de formations un peu cartésiennes et donc ça les emmène plus facilement vers le B2B que vers le B2C. C'est assez normal, hein. Oui, bonjour, merci pour cet échange déjà. J'avais une question par rapport au premier contact. Je voulais avoir, parce qu'il y a eu un début de réponse, mais qu'est-ce que c'est un bon premier contact pour vous ? C'est un contact concis déjà pour commencer. C'est-à-dire les emails avec 15 pavés et tout, c'est compliqué. On reçoit beaucoup de deal flow tous ici, là, tous les trois, et donc on a besoin de quelque chose de concis. On a besoin de quelque chose de précis. Avec à la fois un peu d'histoire et un peu de fait. Et ton objectif, c'est pas de nous closer, c'est de déclencher un rendez-vous. Souvent, les entrepreneurs, ils débarquent en rendez-vous avec l'investisseur en se disant « Ah, je vais le closer ». En fait, l'investissement, et surtout quand on va voir des fonds institutionnels, c'est comme la vente, ça se fait entre le 5e et le 10e rendez-vous. Donc évidemment, je vais un peu loin en disant le 10e rendez-vous, mais ça se fait pas tout de suite. Donc le job d'un email, c'est de déclencher un rendez-vous, le job d'un rendez-vous, c'est de déclencher un deuxième rendez-vous. Et donc, et souvent les entrepreneurs, ils abordent la levée de fonds comme si c'était un one-shot et qu'il fallait shooter très fort le premier coup et que ça allait marcher, quoi. Il faut faire attention à ça. Merci Jean. Peut-être une dernière question. Devant. Bonjour. Est-ce que vous, de votre côté, du coup, vous prospectez des startups ? Comment vous entrez en contact avec des startups ? Par exemple, là, je viens de vous ajouter sur LinkedIn. Est-ce que... Mais par exemple, dans 2-3 mois, on va faire un lancement. Est-ce que vous pouvez venir vers nous que de venir vers vous pour faire des dossiers qui sont chronophages, qui prennent beaucoup de temps ?
Mais des fois, il y a des opportunités, des startups qui sont sur la partie opérationnelle, qui font du chiffre d'affaires, mais avec le roadshow, qui n'est pas leur expertise, ils décalent ça après 6 mois, 8 mois. Mais entre-temps, il y a beaucoup d'opportunités dans la startup auxquelles vous pouvez investir. Moi, en tout cas, pour le coup, j'aime bien sourcer les startups, tu vois, un peu comme un chasseur. Donc, je parle beaucoup avec les directions innovation de grands groupes ou même des directions marketing ou autres. J'essaie de comprendre avec qui elles travaillent. J'aime bien avoir justement la startup qui n'est pas encore en train de lever, mais justement qui a des clients. Parce que le discours va être un peu différent. Ou, par exemple, même pour certains accélérateurs, s'il y a des startups qui me plaisent, j'y vais. Je les ajoute aussi sur LinkedIn. J'y vais. Non, mais en fait, c'est important d'avoir un deal flow propriétaire aussi, donc c'est ça qu'il faut détecter. Donc même si on chasse en meute et qu'après je suis hyper contente quand il y a d'autres personnes qui investissent, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir le premier coup de prendre le off-market, quoi, un peu comme quand on veut acheter une maison. Donc c'est important en fait d'avoir son deal flow aussi. On le fait beaucoup et on le fait de plus en plus dans le temps. Vous êtes dans un marché très compétitif, mais nous aussi. Donc en fait, c'est fini le temps où les VC restaient assis sur leur chaise et puis le deal flow arrivait et puis on analysait. Aujourd'hui, clairement, on est plutôt dans une démarche d'outbound. Donc typiquement, nous chez Laïa, on est une bonne bande de geeks parce qu'on aime bien la tech. Donc on a construit tout un tas d'outils pour aller crawler des trucs, trouver des startups un peu cachées partout. Et effectivement, la bonne partie de notre deal flow aujourd'hui, c'est plutôt des gens qu'on va chercher le plus tôt possible pour créer la relation, etc. plutôt que du flux entrant. Je dirais que c'est un petit 50-50. Merci. Et puis le plus facile pour qu'on vienne te voir, c'est qu'on entende parler de toi, tu vois. Donc ton job, c'est aussi de discuter avec les uns, les autres, quelques business angels par-ci, par-là, etc. Créer ce petit cercle de gens. Tu dois être le rendez-vous dont les gens se souviennent à la fin de la semaine. Et si tu arrives à faire ça, en fait, les gens vont entendre parler de toi et tu verras que c'est bizarre. Après, ils se passent le mot et tu te retrouves harcelé. J'ai un entrepreneur, avec son associé, ils sont pas sûrs de ce qu'ils vont faire, encore. Ils ont un CRM, je te jure, il y a 120 lignes. C'est 120 investisseurs qui les ont contactés. Juste parce qu'ils ont réussi à créer cette petite traînée de poudre. Le fameux working on something new sur LinkedIn, quand vous sortez d'une scale-up, on vous trouve. S'il y a ça. On vous trouve, ouais. Armelle, Vanessa, Jean, merci infiniment. Merci d'être venus. Merci. Merci. Peut-être un dernier mot de conclusion avant de tous vous laisser vous ruer sur le cocktail. On m'a chargé de vous rappeler que, alors évidemment, il y a un certain nombre d'experts techniques AWS qui sont là aujourd'hui. Donc, si vous avez des enjeux, n'hésitez pas à leur parler. Alors, si vous cherchez à lever des fonds, vous pouvez sauter à la gorge de Jean, d'Armelle et de Vanessa. Et pour les techs présents dans la salle, n'hésitez pas. Rendez-vous à l'AWS Summit le 3 avril au Palais des Congrès. Merci à tous pour cette journée.